Merci d'être venu pour cet événement. C'est un événement un peu particulier au vu des attentats qui se sont déroulés vendredi. Il faut savoir que Clepsyd, c'est la tribune étudiante de l'école. Et à ce titre, on se doit d'instaurer le débat citoyen dans l'école. Et si on ne le faisait pas maintenant, bah, on n'allait jamais le faire. Donc quand il se passe des événements comme ça, il faut réagir directement. C'est pour ça qu'on a organisé cette conférence, qui ne sera pas vraiment une conférence comme celle qu'on a l'habitude d'organiser, parce qu'on a décidé d'axer plus sur le débat. Monsieur Zoubir et Monsieur Del Rio, qui sont aussi des experts en géopolitique. Et du coup, vous allez pouvoir échanger avec eux sur les sujets géopolitiques. Sur les sujets géopolitiques et sur les attentats qui se sont déroulés vendredi. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, dans un premier temps, ils vont vous expliquer la situation, pour que vous puissiez comprendre et avoir les clés pour ensuite débattre. Ils vont vous donner toutes les clés pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces attentats. Et ensuite, c'est grâce à Jean-Thomas et à Nicolas, vous allez pouvoir débattre. Donc c'est eux qui vont cadrer le débat. Ils vont lancer une première question et ensuite ce sera à vous de poser toutes vos questions. Vous aurez 1 heure pour vraiment poser vos questions. Profitez-en, c'est pas tous les jours que vous pouvez parler à des spécialistes comme ça. Et ce sera un point de vue assez différent de ceux que vous pouvez avoir dans les médias. Donc vraiment, profitez-en. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne conférence. Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour débattre autour de ce sujet qui est très délicat. Merci à vous également, Yaha Zoubir et Jesus Del Rio, d'avoir répondu aussi rapidement et d'avoir accepté notre invitation. C'est dans un contexte difficile que nous nous réunissons aujourd'hui, car l'actualité sanglante que nous vivons encore nous invite guère à beaucoup d'optimisme. 5 jours après l'horreur, 5 jours après ces images que nous avons tous vues et que nous gardons en tête, 5 jours après que la France ait connu sa plus grande agression depuis 70 ans, nous sommes ici ce soir parce que Clepsyd a pour mission de promouvoir le débat au sein de notre école. Et c'est pourquoi il est de notre devoir de proposer et d'inciter le débat au-delà de l'émotion. Merci Nicolas. 10 mois après avoir été Charlie, nous sommes 3 mois après avoir tremblé pour le Thalys. Nous sommes aujourd'hui Paris, nous sommes ces 129 destins fauchés par le terrorisme. Cette confiance est la nôtre, cette conférence est la vôtre, cette conférence est la nôtre. Après avoir discuté de ces événements et de la situation en Syrie et de l'État islamique, nous vous invitons à poser vos questions, à profiter de nos 2 invités pour clarifier nos interrogations et vos doutes. Donc nous allons commencer cette discussion, si vous le voulez bien, par une question simple. Quelle est la situation de la Syrie à l'heure où nous parlons ? Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord rendre hommage aux victimes parisiennes, ainsi que celles à Beyrouth et Bagdad, et hier au Nigeria. Donc cette semaine, il y a eu des centaines de morts par une organisation criminelle qui s'appelle AS, ou Daesh, ou EI. La situation en Syrie n'est pas une situation syro-syrienne, comme vous le savez. C'est une situation assez complexe, assez compliquée, dans un pays multiconfessionnel, multiethnique, donc avec des interventions étrangères évidemment, où je serais politiquement non correct de dire que cette organisation criminelle sert les intérêts de plusieurs partis, financés par certains groupes un peu occultes, qui sont parfois des États même, ou bien certains sont privés, des donateurs qui ont financé cette organisation. Ce qui se passe à l'intérieur, ce qui avait commencé en 2011 en Syrie, une histoire banale, dans un sens, de ce qu'on a appelé, entre guillemets, le printemps arabe. Il y a eu un peu un soulèvement qui a été mal géré par le régime de Bachar Assad et qui a pris de l'ampleur avec des interventions étrangères et, si vous voulez, un financement de groupes armés opposés au régime de Assad. Et bien sûr, ce régime a aussi des soutiens, notamment
la Russie, l'Iran, et étant donné que c'est un régime minoritaire, si vous voulez, ce sont les Alaouites, à ne pas confondre avec les Alaouites, le Maroc. Ça c'est différent, complètement différent, même dans les, comment on les appelle différemment. C'est une secte, si vous voulez, chiite, qui a dominé le pouvoir en Syrie depuis les années 70. Il y avait le père, Hafez Assad, qui a été succédé par son fils. Donc à l'intérieur de ce pays, comme je vous l'ai dit, sur le plan géopolitique, et je pense que notre collègue Jesus peut-être en dira plus, mais la Russie a eu des liens quand elle était l'Union soviétique avec ce régime qui lui a fourni armes et autres. Donc on s'est retrouvé dans une situation de guerre civile qui oppose de nombreuses parties, et bien sûr ça a compliqué complètement la situation, et les États-Unis ont soutenu un certain type de résistance. On a dépensé un demi-milliard de dollars pour, en fin de compte, avoir 5 soldats. Le reste de l'argent est parti à l'EI, qui s'en est servi pour de l'armement, et même les troupes qui avaient été formées ont rejoint l'EI. Maintenant, on revient un petit peu au statu quo, puisque la France avait refusé de traiter avec Assad, avait refusé carrément une solution politique qui incluait le président. La Russie, évidemment, la Chine s'était opposée, et bien sûr, maintenant, nous sommes dans une situation où la France fait un revirement complet de dire, oui, il faut, à ce moment, il faut bien parler avec Assad, puisque Assad a gagné, si vous voulez, cette image en tant que victime, lui aussi, de Daesh. Donc nous en sommes là. L'Iran, entre-temps, a réussi à avoir un agrément, un accord sur le nucléaire. C'est un élément incontournable, un pays incontournable dans la résolution de ce conflit. À présent, peut-être que la solution politique n'est pas pour demain, mais je peux vous assurer que sans la Russie, l'Iran, il n'y aura pas de solution. Et maintenant, peut-être qu'avec tous ces pays impliqués, peut-être aurons-nous une certaine union contre Daesh en Syrie et ailleurs, puisque Daesh, comme vous pouvez le savoir, n'est plus, je disais tout à l'heure à mes étudiants qui, au fait, je les salue, qui ont fait un travail remarquable d'analyse de l'actualité. Ils ont analysé très très bien la situation sur les terrains et les conséquences. Et moi, pour dire ce qui se passe sur le terrain est très complexe comme je l'ai dit, mais j'ai des questions à poser, du moins que je pose, que j'espère ceux d'entre vous qui sont là, qui êtes là, pardon, puisque vous avez dit que ça sera au-delà de l'aspect journalistique, c'est le pourquoi de la France. Pourquoi la France en tant que victime, mais pourquoi la France en tant qu'acteur? Parce que, comme je l'expliquais, la France a été impliquée en 2013 dans le Sahel, donc elle devient une cible, et le plus gros morceau s'est déroulé en juillet 2014, lorsque la France a décidé d'intervenir contre Daesh après la chute de Mossoul. Et on se retrouve avec la France pratiquement qui était plus ou moins seule à combattre cette organisation, une organisation extrêmement complexe aussi, qui peut agir n'importe où, à travers des cellules dormantes ou autres, et qui a prouvé qu'elle pouvait s'attaquer à n'importe quel pays, n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu au cours de la discussion. On pourra élaborer un peu plus, mais je laisse mon collègue Jesus d'ajouter d'autres éléments. Merci, il n'y a rien à dire. Non, je ne sais pas qu'elle est complète, les uns point de vue différents. Alors, Daesh, l'État islamique, que ce n'est pas un État et ce n'est pas islamique. Bon, ça c'est toute une autre question. Vous vous posez peut-être la question, et moi je me suis posé 1000 fois, ça marche ce truc, c'est pourquoi ça fonctionne. Pas les micros, mais Daesh. Et ça fonctionne parce qu'en fait, en résumant énormément, guerre civile en Syrie, pour des raisons qu'il a très bien exposées,
et une guerre civile dans les territoires, notamment du nord du pays, mais ça s'est déplacé progressivement vers l'ouest, a créé un no man's land, un espace vide. Un espace vide où tout était possible, rien n'était contrôlé, et petit à petit, les petits groupuscules des radicaux, plus ou moins écervelés, mais pas tout à fait totalement écervelés, ils ont commencé à créer des petites cellules et des luttes contre le régime de Bachar al-Assad. Pourquoi contre ce régime? Bon, ça pas trop varié. Il y a deux raisons fondamentales. C'est parce que les principaux acteurs du régime de Bachar al-Assad, c'est les chiites, et c'est l'organisation, l'État islamique, c'est plutôt, et il s'est dit, représentant des courants sunnites. Donc déjà, une raison. La deuxième raison, qui est peut-être plus importante, c'est que l'État syrien, avec tous ses défauts infinis, c'était un État laïque. Alors, bizarrement, dans la région, on avait deux États calmes laïques, que c'était l'Irak, vous savez ce que c'est devenu, et c'était la Syrie. C'est la Syrie. Donc il y a deux bonnes raisons. Ce n'est pas suffisamment raison pour que ça marche, mais oui, ils sont les territoires, ils sont les supports, les soutiens, vous l'avez dit, des groupes X ou Y, et je mentionne directement l'Arabie Saoudite, pas en tant qu'État, mais beaucoup de l'Arabie Saoudite, donc un support remarquable. C'est no man's land, et on va passer du côté obscur. C'est devenu la terre des rêves de toutes sortes de personnages aventuriers, écervelés, abandonnés, sans espoir, de partout en Europe. Donc, les types qui sont dans une banlieue pourrie, le seul espoir, c'est de gagner un peu de fric avec des petits trafics, de drogue, ça produit, n'intéresse pas trop. Et du coup, ils se sont retrouvés avec la possibilité d'être les héros anciens. Donc, on rajoute les combattants en fait, de tous les pays autour, on peut abandonner l'Irak, des phénomènes très curieux. Vous trouvez des généraux irakiens, de l'armée irakienne, que les Américains ils n'ont pas voulu reprendre pour l'armée irakienne actuelle, et que, pour se venger, parce qu'ils ne sont plus leur petit bureau avec un fauteuil, ils sont rejoints ces troupes. Donc vous voyez un mélange de torsion et serviette. Et puis, comme ce n'était pas assez, ils sont très facilement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un no man's land, ils sont très facilement conquis des territoires qui n'étaient pas trop bien défendus, pas trop protégés, il faut dire, et qui étaient très riches en pétrole. Donc il les manque les derniers éléments, les pognons. Il y est. Donc dans tout ça, ils ont une stratégie de lutte, que c'est la lutte des guerrilles, et que c'est basé, et sous une grande mesure, sur le fait qu'ils se mélangent à la population civile. Donc tu veux balancer une bombe sur un bar du méchant, et tu le liquides, et tu liquides 40 personnes autour. Donc la chose n'est pas facile, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Tu liquides 40 personnes, et tu as 40 familles, et parfois quelques tribus, qui vont rejoindre les deux. Donc ça c'est la Syrie, c'est aplati par la Russie, et personne n'a rien fait, parce que, c'est assez logique, parce que, vous savez, c'est pas la rigolade de la Russie, c'est pas Monaco, non. Donc il ne faut pas trop manger. Et nous, j'ai dit Tchétchènes, et on dirait, c'est pas une marque de chewing-gum, et les Tchétchènes, ils se sont fait massivement liquider, et quand il y a des Tchétchènes du pluriel, c'est-à-dire hommes, enfants, femmes, et j'ai eu la chance de passer pas mal de temps au Moyen-Orient à l'époque, et j'ai vu l'effet que ça avait sur les populations musulmanes du Moyen-Orient. Donc la mayonnaise commence à monter un tout petit peu. D'accord? Parce que les Tchétchènes, c'est musulman, au cas où je voulais. Et j'ai vu, on a tous vu, ce qui s'est passé. J'ai reçu, mais parce que je suis trop blabla, arrêtez-moi simplement. J'ai vu ce qui s'est passé en Irak. Mais dis donc, alors, je suis pas trop expert en géopolitique, mais les attentats du 11 septembre, sur 17 types qui ont intervenu, 15 venaient de l'Arabie Saoudite. Et alors, on se met à bombarder l'Irak. Alors, il y a quelque chose, j'ai raté quelque chose quelque part. Donc, malgré l'opposition, on a trouvé des armes chimiques, et on bombarde l'Irak, on aplatit l'Irak, on liquide Saddam. Qu'est-ce qu'on est content? Oh, qu'est-ce qu'on est content? Mais nous, oui.
mais les populations musulmanes du Moyen-Orient, non. Donc les choses commencent à s'expliquer. Ah, mais la France n'est pas intervenue dans le truc de l'Irak. Tout à fait, mais elle est intervenue en Afghanistan. Donc on voit que la mayonnaise monte, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Mais j'ai vu d'autres choses, parce qu'il y a des messieurs autour de moi. Alors, en résumant les choses, j'ai vu aussi quelque chose qui s'est passé autour de nous dernièrement. J'ai vu les attentats d'Ankara, il y a quelques semaines, que personnellement, je suis touché parce que j'ai vécu 2 ans à Ankara, et j'ai pas vu des drapeaux turcs sur la photo de profil de Facebook. Donc, ça ne me dérange pas, mais les communautés musulmanes, ça les dérange. Beyrouth, bon, l'attentat de l'autre jour, c'est bis repetita. Et Paris, et vendredi dernier, c'est Beyrouth d'habitude. Et eux, ils continuent à faire la fête. Là, c'est étonnant. Vous allez à Beyrouth, vous allez faire la fête. Hein. Là, vous pouvez aller, sûr et certain. Même à Bagdad, avant le bombardement des Américains, ils ont fait la fête, et comme jamais vu, c'est la dernière, alors profitons-en. C'est là. Et alors, et j'ai vu un autre truc, parce que, allez, on va tuer tout le monde. Allez, on ne va pas laisser. J'ai la chance d'avoir couvert l'événement de Charlie l'année dernière en tant que photographe. Donc je me suis tapé, je ne sais pas combien de kilomètres, les manifs, bien compotes, j'ai vu, bon. Alors, j'ai vu des choses qui m'ont paru, parce que c'était très beau, on a tous pleuré, on a chanté la Marseillaise, c'était trop beau. Mais j'ai vu des choses, parce qu'entre 2 larmes, j'ai regardé, il fallait prendre des photos. Et j'ai vu des trucs qui m'ont plu en témoin. Alors, j'ai vu très peu de musulmans dans ces manifestations. Oh, comment il a osé dire ça? Oui, j'y étais. Oui, il y avait quelques Kabyles qui se manifestaient, mais dans l'ensemble, j'ai vu très peu de musulmans. Donc j'ai vu une communauté musulmane, française, et là on ne parle pas des djihadistes ni des tarés, on parle des musulmans français, qui étaient très tièdes par rapport à la question des chars. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ces dessinateurs, et c'était les méchants qui insultaient le prophète, et puis, voilà, la supérette était juive. J'ai vu aussi, ça m'a un peu marqué. Et puis j'ai vu dans la même manif, ça je ne l'ai pas vu dans les médias, je l'ai vu moi-même. J'ai des photos, hein, c'est pas... Il y a eu des types qui se promenaient dans la manif avec des têtes de cochons. Je les ai photographiés, des peluches en forme de cochon et tout. Ouh là là là, ça sent bon, hein. Ça sent bon l'histoire. Bon, génial. Super. Donc on voit des choses. On voit des choses qui nous plaisent. Donc une certaine attitude qui m'a pas plu. Et on arrive à ce que nous est arrivé vendredi. Ce qui nous est arrivé vendredi, ce qui nous est arrivé à nous tous, et ça nous est arrivé à vous. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et la cible c'était vous. Et les auteurs c'était vous, parce que c'était aussi des jeunes. Hein. C'est des jeunes. C'est un conflit qui n'est pas un conflit du passé, on parle et c'est pas Moyen-Orient, c'est le conflit de l'avenir, c'est le vôtre. C'est pas un autre, non, de l'autre côté. Bon. C'est ce qui est arrivé à Paris, c'est ce qui est le plus effrayant. Moi, ça ne m'effraie pas particulièrement ce qui arrive en Syrie. Mais c'était sur, je ne sais pas combien de terroristes, il y a 9, 10, bon, il y a 7 Français. 7 Français. Français, hein? Français. On dit, ah, mais c'était des Arabes. Non, c'est des Français. Hein? Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que la question est là, et ici. Et puis, si vous écoutez les médias, vous allez entendre parler des gens qui ont connu un terroriste quelconque. Et il y a toujours une vieille sortie de la franchise profonde qui vous dit « Ah, mais le type, il était super sympathique. Il m'a mené des sacs. Ah, j'ai tombé du nu. Ah, machin truc. » Parce que c'est la vérité. Parce que ça pourrait être n'importe qui. Et ce qui fait changer la nature des conflits, ça fait pas de la guerre, mais du problème. Ok? Ça fait changer la nature du problème. Parce que là, on est dans une tension, un conflit, des actions que vous visez vous tous. Le fêtard, donc à quel il y en a,
qui sont organisés par des types de banlieues qu'on croise tous les jours dans les transports en commun, mais qu'on n'arrive pas à les distinguer. On n'arrive pas à les distinguer, parce que c'est pas écrit. Ils vont pas avec un bandana et la ceinture explosive. Et alors, là, le truc noir finit là. C'est fini. Là, c'est fini le pessimisme. Je suis optimiste. Je suis désolé d'être optimiste aujourd'hui, mais je suis optimiste vendredi soir, samedi et aujourd'hui aussi. Bon, je suis plutôt optimiste vendredi prochain quand je vais finir la semaine. Mais pourquoi je suis un optimiste profond sur ça? Parce qu'il va falloir vivre avec ces conflits. Vous allez vivre avec cette merde. Ça s'appelle comme ça, c'est pas un terme géopolitique, c'est le terme réel. Vous voyez, c'est moins universitaire que le terrain. Hein. Et alors, comment vous allez faire? Ah, je vous pose la question là. C'est pas vous qui me posez des questions, c'est moi. Et comment vous allez faire? Vous n'allez pas avoir les choix. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec, et vous allez être tous très contents quand sur les médias ils disent on les a liquidés, on les a bombardés. Oui, oui, très bien. Mais sans la carotte, il n'y a pas de bâton. On ne peut pas rentrer dans ces logiques. Oui, c'est très bien. Il faut se débarrasser des 4 barbus méchants qui étaient impliqués dans ce truc. Totalement d'accord. Mais pour que ça ne se reproduise plus, il faut couper les choses à la racine. Et la racine, ce n'est pas... il y a un peu de types qui sont psychopathes, mais il y a surtout un grand mécontentement et une grande méconnaissance de deux communautés, les unes des autres. Pourquoi vous ne savez pas, vous, je ne vous accuse pas, hein, pourquoi vous n'arrivez pas à distinguer de la communauté musulmane et française un type qui passe du côté obscur d'un type qui est génial? Parce qu'on n'a pas pris le temps de discuter, d'aller chez lui, de rencontrer sa famille, de vivre avec lui. Ok? Pourquoi nous font peur? À cause de la barbe? Bon, il y a les mystères. Ils font la barbe, ils ne font pas peur. Hein? Ils nous font peur parce qu'on ne connaît rien. On ne connaît rien. Et quand je dis on, je dis moi-même, hein? Alors, je vous accuse derrière. Alors, et on parle de l'islam, on parle des musulmans. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'islam? Est-ce que quand vous tombez sur un type qui vous sort 4 blabla sur le Coran, qu'il faut faire X ou Y, est-ce que vous savez les répondre? Est-ce que vous connaissez la différence entre un chiite et un sunnite? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un salafiste? Ça ne mord pas un salafiste. Hein? Ça ne mord pas. Alors, vous, là, vous allez apprendre. Et vous allez apprendre. Et ça, je trouve ça génial. Parce que la solution de ces problèmes, qu'on va se taper encore des attentats, oui, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez apprendre la culture de ces gens qui sont ici, parce qu'ils sont d'ici, parce que c'est des Français, comme vous. D'accord? Et eux, maintenant qu'ils ne visaient pas, les terroristes ne visaient pas des dessinateurs, ni des synagogues, quoique c'est la même chose, mais soyons cool, ils vont devoir arrêter d'être tièdes et condamner les tarés qui ont fait ça. On n'a pas le choix. Et on a, vous savez, l'énorme chance de vivre un nouveau pays, une nouvelle France. Moi, je suis étranger et je vois les changements. Et cette nouvelle France, c'est une France où il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, il y a des laïcs, il y a des tout. Et vous allez vivre ensemble, vous allez vous mélanger, vous allez vous connaître, et les résultats de ça, pas demain, mais dans 10 ans, dans 15 ans, c'est une nouvelle France. Une nouvelle France. Une nouvelle France qui va être géniale, parce qu'on a tous beaucoup à gagner. Ok? Ça ne va pas être facile, c'est pas du jour au lendemain, mais on n'a pas les choix. On n'a pas les choix. Ni les communautés musulmanes, ni personne. Et alors, espoir. Espoir parce que vous allez devoir vous réinventer cette société. Et dis donc, on dirait un curé quand je parle comme ça. Mais en réalité, c'est l'avenir, c'est ça. Vous allez voir une société qui va devoir repenser, réfléchir, reconstruire. Et en plus, on n'a pas le choix. L'environnement, la COP 21, je ne sais pas quoi. Vous allez avoir la chance de devoir inventer de nouvelles formes de vie, parce qu'autrement, on va contre le mur. Mais ça, c'est pareil.
Donc, vers l'avant. J'ai rien d'autre à dire. J'accepte les questions indiscrètes. Monsieur Zoubir, est-ce que vous partagez la vision optimiste de Est-ce que je partage l'image optimiste? Bien sûr, avec des jeunes présents ici, qui ont une interaction avec d'autres jeunes, qui essaient de comprendre, etc. Mais la réalité, malheureusement, n'est pas... si vous suivez l'actualité, vous regardez les informations, etc., on a plutôt tendance à voir qu'il y a on est en train d'ajouter de l'huile sur le feu. Je ne vais pas aller sur ça. Et quand il parlait de la France, je ne suis pas tellement... je ne suis pas pour le tout sécuritaire. Je suis pour une lutte antiterroriste, mais alors sans merci. Mais il faut savoir comment traiter. Tout à l'heure dans mon cours, on parlait de la déradicalisation, des programmes de déradicalisation. On ne peut pas comprendre le phénomène. Moi, jusqu'à présent, j'ai des enfants, moi aussi. Comment un jeune de 20 ans puisse aller se faire sauter? Ou une jeune fille de 20 ans, 22 ans qui est prête à se tuer, à se suicider. Donc il y a des moments où les conditions de vie sont telles, on a un tel phénomène de marginalisation, d'aliénation, que la vie sur cette terre ne représente plus rien. Donc il vous suffit d'avoir quelques imams autoproclamés, d'ailleurs ils ne sont même pas imams, mais non, rien d'imams, qui racontent n'importe quoi, mais qui promettent un monde meilleur. Qui promettent un monde meilleur, c'est-à-dire qu'on vous donne 2 ou 3 versets pris hors contexte, etc., qui vous font une promesse. Donc il y a cette promesse, et vous remarquerez que ce n'est pas uniquement des jeunes d'origine musulmane ou de... C'est un mélange absolu. Ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas surprenant que ce soit des jeunes qui ont fait de la prison, qui ont été des petty thieves, des petits voleurs, des petits voyous, etc. La plupart ont fait de la tôle, etc., qui ne savent même pas, ne savent lire ni ne savent pas lire l'arabe, encore moins connaître le Coran, etc. Et maintenant, on voit, même dans ce Daesh, qu'il y a des sympathisants au niveau des États-Unis, dans les bons... Le terme banlieue aux États-Unis est beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus middle class. Mais dans les quartiers huppés aux États-Unis, qui ont une attirance envers cette organisation. C'est-à-dire qu'il y a une aliénation parmi ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Des gens qui ont perdu espoir ou qui ne voient pas, qui n'ont pas d'avenir. Vous regardez beaucoup de jeunes. Moi, j'ai toujours dit, il y a 2 types de jeunes. En Méditerranée, par exemple, du Sud. Vous avez celui qui dit, écoute, moi j'aime vivre. Moi, j'ai envie d'aller dans l'Eldorado au nord. Je veux aller en France ou en Espagne ou en Italie. Je prends une embarcation de fortune et je risque de vivre. Si je meurs, mais au moins... Et il y a l'autre qui dit, moi, je ne vais pas traverser la mer, moi, je vais me sauter parce que je vais aller au paradis plus rapidement. Et je ne plaisante pas. Ce sont des gens à qui on a promis, j'ai lu suffisamment les discours qu'on a propagés dans ces milieux, etc. On leur promet, on leur fait des promesses qui se donnent à Dieu parce qu'on leur dit que c'est pour la cause de Dieu. Maintenant, je m'arrête par rapport à ces 2. Je vous ai dit, il y a 2 phénomènes. C'est-à-dire, il y a les politiques étrangères et leurs conséquences. Moi, je le dis, et je ne suis pas politiquement correct. Si j'étais un parent de ceux qui sont morts à Paris, je demanderais au président français, je lui dis, pourquoi, monsieur le président, pourquoi sommes-nous allés attaquer Daesh en Irak? Est-ce qu'on a été comment on appelle ça, subcontractors, on a été faire un sous-traitant des États-Unis à les faire bombarder Daesh, qui n'était pas mal. Bon, Daesh, la presse, les médias ont rapporté que l'un d'eux a dit, vous savez ce que nous avez fait dans votre pays? C'est asymétrique, c'est ça la guerre asymétrique, c'est ça le terrorisme. Toi tu as un avion, tu m'as bombardé, tu m'as tué, moi je te réponds d'une autre manière, je te tue les civils. Parce que mes civils, ils sont aussi civils que les tiens. Donc il y a ça. Maintenant je veux sortir de ça parce que ça vous allez le voir dans la télévision, il y a des débats, il y a des gens qui gagnent leur vie à vous présenter ce genre de message à la télévision et autres. Moi je vous parle de choses aussi qui sont
beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe que la question qu'ils m'ont posée est une question extrêmement pertinente. Que se passe-t-il au niveau, enfin sur le terrain? Vous avez mentionné l'Arabie saoudite. Vous avez dit que ce n'est pas l'État saoudien. Vrai et faux. Vrai récemment. Parce que dans les sciences politiques, nous avons un concept qu'on a formé après le 11 septembre qui s'appelle le blowback. Le blowback, c'est l'effet Frankenstein. On crée des monstres dans des laboratoires de services de renseignement, etc. Et ce monstre se retourne contre nous. Moi, quand je commence l'analyse, je commence avec la guerre en Afghanistan en 1979. Qu'est-ce qu'on a fait en 1979? On a armé les Moudjahidines. À l'époque, c'était des gens superbes, les Moudjahidines. Les barbus étaient, c'était les bons, the good guys. On leur donnait des armes. Et pour abattre le régime soviétique, on leur a donné des Stingers. Les Stingers, qui étaient, c'est des missiles, des porte-missiles, sur votre épaule, boum, et vous avez un hélicoptère qui s'écrase. Quel a été le blowback effect? C'était le 11 septembre, évidemment, en plus de ce qui s'était passé ailleurs. La Bosnie, le massacre de Bosniak, etc., des musulmans qui étaient massacrés au vu et au su des Nations Unies et des troupes françaises, pour préciser. Et donc, ça c'était un premier blowback, c'était le 11 septembre. Le deuxième, c'était 2003. 2003, l'invasion illégale. Et je salue encore une fois M. Villepin, mes étudiants le savent, je suis un admirateur pour sa position durant cette période, qui avait pris une position très ferme et de dire cette guerre est illégale et illégitime. Pourquoi? Et d'ailleurs, on n'a trouvé même pas une seule pièce d'armes de destruction massive, puisqu'elles étaient déjà terminées en 1998, selon Scott Ritter de la CIA, qui avait dit, écoutez, il ne reste plus rien, on lui a tout enlevé. Donc en 2003, et c'est là que le problème commence, pas pour la France à l'époque, mais les répercussions de ce qui s'est passé en Irak par rapport à l'Europe et à plus tard. Et vous avez, donc en Irak, il y a cette scission au niveau de d'Al-Qaïda. Vous avez d'abord Al-Qaïda en Irak, et puis il y a une division, et quand on fait des soldats, des officiers ba'athistes, les officiers de l'armée irakienne, des gens super intelligents, super instruits, etc. On a fait une débaptisation, parce que dans l'esprit de Richard Pearl et toutes les... je ne veux pas utiliser de gros mots en face de ça, pareil, on a pensé à la dénazification. On a mis l'Irak comme étant un pays nazi pratiquement, donc on a fait une dénazification, on a enlevé tous les officiers, etc. Et ça se répète en Libye. Je n'ai pas encore parlé de la Libye parce que ça va être lié, la Libye. Parce que maintenant, quand on attaque M. Hollande, M. Sarkozy, il en a discuté, une responsabilité par rapport à la Libye, la destruction de la Libye, ce qui se passe en Libye, et le Mali est une conséquence directe. Le Mali est une conséquence directe de la Libye, puisque les Touaregs, qui formaient les troupes de Kadhafi, sont retournés au Mali pour proclamer l'indépendance de l'Azawad, etc., etc., puis l'apparition de Ansar ad-Din qui descendait vers le sud du Mali, etc. Donc déjà, il y a ces officiers qui se retrouvent au bas de la société. On met en plus de ça un régime chiite contre la population sunnite. Donc les sunnis se disent, moi, écoute, puisqu'il y a un gouvernement, surtout un gouvernement corrompu, mis en place par les États-Unis, celui de Maliki, donc on a besoin de protection. Et qui va les protéger? Ce sont c'est le ISIS, en français ISIS, c'est le Islamic State in Iraq and Syria, eventually. Donc, on protège les sunnis, on les protège
au sein de l'Irak. Donc c'est pour ça qu'il y a un soutien. Ils ne les soutiennent pas parce qu'ils sont des sunnites ou des salafis ou qui partagent leur idéologie. Le leadership, c'est pour ça que je vous dis que Daesh est une organisation criminelle, c'est un cartel qui est composé de laïcs. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle une proxy war. C'est une guerre par procuration où l'Arabie saoudite, avec ses pétrodollars, a développé une idéologie qui a porté plus préjudice à l'islam qu'autre chose. Le wahhabisme est une maladie de l'islam, a détruit l'image de l'islam. Le wahhabisme est un salafisme extrémiste qui vient de Ibn Tamiya, du 14e, 15e siècle, je ne me rappelle plus, un régime soutenu par les États-Unis et autres, pour des raisons de business, de géopolitique, etc. Pourquoi je parle de guerre par procuration? C'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, pendant un moment, cette guerre, ce sont par des soutiens extérieurs. Les États-Unis, l'Occident, qui soutient l'Arabie saoudite, et de l'autre côté, l'Iran, qui est seul pratiquement, qui est seul, bon, de bons rapports avec la Russie, etc. Mais tant qu'il y avait ce problème du nucléaire, vous voyez, vous ne pouvez pas analyser la situation dans un vide. Tout est lié, tout est interconnecté. Donc, c'est une guerre qui se passe, et les Saoudiens voulaient détruire le régime d'Assad, à tout prix. C'est un régime soi-disant chiite, mais la réalité est autre, c'est un allié de l'Iran. Et qu'a-t-on voulu faire? On a voulu couper le bras de l'Iran en Syrie et par ricochet sur Israël, puisque Hezbollah est le seul, je dis bien, la seule force qui a pu résister à Israël, qui a résisté à l'invasion israélienne et qui a défendu à un prix très très élevé en Iran. Donc vous avez deux forces déjà, la Syrie, qui est un allié de l'Iran, puis c'est Hezbollah qui est notre extension. Donc on a voulu lui couper, parce que l'Arabie saoudite veut jouer le rôle d'être le représentant unique de l'islam dans le monde, et surtout de l'islam sunnite. Mais évidemment, l'Iran aussi veut être le représentant de l'islam chiite et défend légitimement les intérêts des chiites. Tout simplement, on défend. Et ce n'est pas terminé. Une autre guerre vient d'éclater, vous ne le savez pas, ça se passe entre nos yeux et l'Occident ferme les yeux, c'est le Yémen. C'est une autre catastrophe, c'est une guerre entre proxy, par procuration. L'Arabie saoudite qui est en train de bombarder pour tuer les populations, une minorité, les Houthis, et bien sûr l'Iran qui les soutient. Et encore une fois, légitimement, de dire, moi c'est, comment la France a fait, je défends les chrétiens au Liban ou je ne sais où, c'est de bonne guerre. C'est au contraire. Et quand vous parlez par exemple de la Russie, son intervention en Syrie était plus légitime et était plus légale. Elle a été invitée par un régime en place, que vous l'aimiez ou pas, mais elle est rentrée. Mais France part en Irak, on bombarde, violation de la souveraineté d'un territoire. Les États-Unis, c'était quand? Il y a 3 jours, 4 jours, on va en Libye, on rentre, on bombarde et on s'en va. Les Russes sont entrés à l'invitation du régime de Bachar el-Assad, que vous l'aimez ou pas, je dis, ça n'a pas d'importance. Mais ça s'est fait dans les règles de l'art, et comme mes étudiants le savent, je suis fasciné par la manière dont Poutine a fait cette partie d'échec. Il se retrouve au premier rang, et qui a fait les choses comme il faut, et maintenant il s'en sort comme étant le vrai combattant contre Daesh, contrairement aux autres qui ont joué le jeu, parce que chacun a un intérêt à ne pas détruire complètement Daesh. Même si l'Arabie saoudite ne finance plus, bien sûr en privé, ça continue de se faire. L'argent ne va pas se terminer encore. Mais on continue de faire parce que non seulement l'idéologie, mais aussi d'en finir avec un régime de Assad qui a toujours été, comme son père, un ennemi de
l'Arabie Saoudite. Donc on continue. Je m'excuse. Je vous remercie beaucoup pour cette première approche du sujet. Je vous remercie tous les deux. J'imagine que vos commentaires ont suscité beaucoup de réactions chez les étudiants qui nous écoutent. Donc on va faire circuler un micro à partir de maintenant et vous pourrez poser vos questions. Et je vous laisse... Ne lui donnez pas la parole au professeur au fond, hein, parce qu'il a déjà prévu d'attaquer. Tant que les micros arrivent, je profite de cet espace vide pour faire 2 commentaires, revenir un peu à la France. 2 petites choses. Une, il y a une dizaine d'années, si ma mémoire n'est pas mauvaise, on avait des révoltes dans toutes les banlieues de la France. Ça montrait un état de rage qui n'était pas résolu. Et quand j'ai parlé de rage, là, je ne mentionnais pas islamiste ni rien. C'était la rage contre quelque chose. Rage au point qu'ils ont brûlé leurs propres voitures. Ils brûlaient les bagnoles de leur cité. Hein, et c'était désespéré. Rien n'était fait depuis. Et la question que je me suis posée à l'époque, si quelqu'un arrive à récupérer cette rage, on est cuit. En l'occurrence, c'était les islamistes. Ça aurait pu être des données. Hein. Ça m'est égal. Et puis, deuxième, vraiment une minute, quelle belle opportunité, parce que c'est nécessaire de plus en plus de trouver une solution à la question israélo-palestinienne, qu'on n'a pas mentionné, mais c'est les rideaux de fond de tout ça. Si on ne la trouve pas maintenant, ça veut dire 2 choses, qu'on est cuit, et deuxième, qu'on est bête. Donc, espérons qu'on la trouve. Merci. Merci beaucoup. Donc nous avons une première question tout au fond là-bas. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais ça se trouve par hasard que je suis un prof de finance, mais j'adore la géostratégie et la géopolitique, et ça se trouve par hasard que je suis d'origine libanaise, qui vient de cette région-là, et que je connais très bien l'histoire. Merci pour l'histoire que les 2 invités ont fait sur la région. Bien sûr, juste, je tiens à préciser quelque chose, que le problème dans cette région-là, ça a commencé en 1948, et depuis, ça ne va jamais s'arrêter. Avant. Voilà. 1917. Voilà. J'ai juste quelques remarques, et je vais faire le lien, on est dans un business school, je vais faire un petit peu le lien avec l'économie. On fait beaucoup de la guerre, c'est bien, on fait beaucoup de la guerre, mais pour l'argent. L'histoire que vous avez racontée sur le sunnite, chiite, l'islam, c'est beaucoup de propagande qu'on utilise dans le média. Je tiens à préciser quelque chose. C'est vrai que Bachar al-Assad, c'est un laouite, c'est un chiite, mais n'oubliez pas que le Premier ministre, c'est un sunnite, le chef de l'armée, c'est un sunnite, et le ministre de la Défense, c'est un sunnite. Le wahhabiste, j'avais une remarque, vous avez parlé sur ça, et je suis d'accord avec M. Yahya Zouber, c'est le pire de l'islam. C'est pas du tout l'islam, c'est une branche à part, et tous les imams radicaux en France qui sont financés par les wahhabistes et les qatariens et les services de renseignement français le savent, mais on ne peut rien dire car on a un business avec Qatar et l'Arabie Saoudite. Je tiens à préciser quelque chose. On est en 2e guerre froide non déclarée entre les États-Unis et les Russes. Pourquoi les Russes? Il a parlé un petit peu, mais à mon avis, mon ami Yahya, il a zappé de cette idée-là, mais je veux lui donner sur la base militaire russe en Syrie. C'est la seule base militaire pour la Russie au Moyen-Orient. En face, des dizaines de bases militaires américaines dans le pays de Golfe, en Irak, un peu partout. Donc jamais la Russie ne laisseront pas cette place pour les Américains. Si je fais le lien avec le contexte économique, la France, tous les pays occidentaux font le business. La France, vous, on est des innocents. C'est des jeunes, comme ils ont dit, qu'ils étaient assassinés au Bataclan ou à la terrasse d'un café, c'est des innocents, car nos dirigeants, et je suis franco-libanais, je parle comme un Libanais, je parle comme un Français,
ils font des business sur notre âme, ou nos âmes. C'est la même qui fait le bombardement pour des raisons différentes. À Beyrouth, c'était dans un quartier des supporters de Hezbollah, le fait que Hezbollah a intervenu sur le terrain aussi. Je vais terminer ma petite intervention, car cette discussion-là, on peut discuter, si vous voulez, des mois et des mois. Je vous ai dit, ça dure depuis 1948, même avant, et ça va durer toujours. Quand il a parlé, M. Yahya Zouber, sur les Stingers, les missiles lancés en Afghanistan, car on a formé Al-Qaïda dans nos cuisines, dans les services de renseignement, pour combattre l'Afghanistan, et on va prendre, pour combattre les Russes en Afghanistan, et on va prendre leur place. Maintenant, les Américains, ils ont donné des missiles Tau. Tau, c'est pour faire tomber aussi les avions russes qui bombardent. Et la guerre ne s'arrêtera jamais si les pays occidentaux n'arrêtent pas de donner des armes, de l'argent, une plateforme logistique pour l'État islamique. Et si nos dirigeants, notamment en France, là on parle sur les attentats à Paris, ne changent pas leur politique et leur business avec les Turcs, les Qatariens, les Saoudiens, les Américains, avec tout le monde, ça va continuer et malheureusement on peut avoir 1, 2, 3 et plusieurs attentats. Et je m'arrête là car la discussion... Voilà. Je vais vous demander votre réaction dans les temps assez rapides pour qu'on puisse traiter de la majorité des questions. Marouf, je n'ai pas éludé la question russe par rapport à l'aspect stratégique concernant l'attaque dans le port. Vous le savez, les Russes ont toujours besoin d'une mer chaude, ce qu'on appelle warm sea, parce que la grande partie de l'année, la flotte russe est bloquée dans les glaces au nord de la Russie. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, tu as bien dit, Marouf, tu as remis en place le contexte de nouvelle guerre froide entre les Russes et les Américains. Et la Russie se sent trahie par l'OTAN. Au début, on a essayé de récupérer la Russie, on l'a impliquée dans le G8, etc. Et puis, elle s'est rendue compte qu'on était, encore une fois, en train d'essayer de l'encercler. On a commencé, le plus grand signe de cela, ça a été en Géorgie. On a utilisé Chavaskili, et maintenant on essaie d'encercler à travers la Tchéquie, la Pologne, etc., en mettant des missiles. Et Poutine, c'est pour ça que je dis c'est un joueur d'échecs qui défend les intérêts de son pays, comme tout chef d'État qui se respecte, et il veut reprendre, si vous voulez, la puissance, de montrer la puissance. La Russie était présente en Irak, en Syrie, elle a eu des alliances, elle a distribué des armes, elle était exclue, elle revient sur la scène. Et je prie Dieu, et je ne plaisante pas, tu as parlé des TAWS, les missiles. Si on commence à faire descendre des avions russes en Syrie, eh bien, excusez-moi, on est mal parti. Je vous remercie de cette réponse. On va peut-être accepter une deuxième question, si vous voulez bien. On vous écoute. Je vais peut-être être beaucoup moins renseignée que M. Ramadan, mais moi j'ai une question par rapport aux attentats de Paris, ceux qui sont passés il y a quelques jours. En fait, vous parlez beaucoup du musulman, de l'islam, mais en fait, je ne vois pas le rapport, en fait, personnellement, parce que normalement, dans les attaques de Daesh, et ça s'est vu avec l'attaque de Charlie Hebdo, ils visent les autres et pas les musulmans. Là, quand ils ont attaqué, ils s'en foutaient de savoir si les gens dans les terrasses ou dans le Bataclan étaient musulmans ou pas. Et je ne comprends pas en fait leur motivation à ce niveau-là. Est-ce que c'est juste géopolitique ou est-ce que c'est vraiment religieux comme ils peuvent le dire? Je ne comprends pas en fait. Merci pour cette question.
Franchement, il n'y a pas de discernement. J'ai commencé par parler de Beyrouth, pour rendre hommage aux victimes. Tous musulmans, ils n'ont que faire. Ces gens-là, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, ma prémisse de cette présentation, c'est de dire, c'est un cartel criminel. C'est une mafia. Moi, puisque je lis la presse d'autres pays, il y a des Algériens, touristes qui sont morts, au Bataclan et ailleurs, des Tunisiens, d'un peu partout. Donc il y a plus de morts musulmans qu'autres. Ce sont des gens qui ont des objectifs assez précis. C'est-à-dire d'agrandir le fossé, surtout dans les perceptions, d'ajouter de la puissance, si vous voulez, du moins idéologique, à la droite, l'extrême droite en France, et de ceux qui sont dans les banlieues ou des musulmans, de s'en sentir encore plus exclus, encore plus la cible de ces gens. De créer, si vous voulez, un conflit de civilisation. Mais ils n'ont que faire si tu dis. C'est pour eux que, comme lorsque les avions bombardent en Irak ou ailleurs, c'est le collateral damage. Hein? C'est la même chose. Là, pour eux, il y a que des musulmans meurent, ce n'est pas un problème. Ils iront au paradis de toute façon. C'est dans l'idéologie. C'est dans l'idéologie. S'ils meurent, c'est des victimes qui vont aller au paradis de toute manière. Mais l'objectif, la question, mademoiselle, qu'il faut se poser, c'est retourner encore une fois, pourquoi la France? Tout à l'heure, le professeur Del Rio avait bien dit, il fallait voir déjà, 2005 était déjà un indice de ce qui allait venir. C'est-à-dire que c'est une cocotte minute. Vous savez, il y a une cocotte minute et la cocotte minute, il y a des moments où elle explose. Et de vous poser la question comment on recrute et pourquoi on recrute. Et de poser aussi la question, et c'est une question fondamentale, pourquoi spécifiquement la France? Tout à l'heure, j'ai dit en classe, j'ai dit, pourquoi ils n'ont pas attaqué Lisbonne? Pourquoi pas Lisbonne? Pourquoi pas Madrid? Bon, ils ont fait Madrid il y a une dizaine d'années. Mais pourquoi pas? Ce sont des questions, hein, je ne vais pas y répondre. Je connais la réponse, mais je ne vais pas y répondre. Mais vous posez la question, il faut poser les questions fondamentales. Et je vous assure, de dire pourquoi ils ont visé... Vous pensez qu'ils ont été au stade, ils allaient dire, les musulmans sortaient, les autres... À Boko Haram tue des musulmans, uniquement des musulmans. Uniquement, je dis bien uniquement des musulmans. En Irak, ils tuent uniquement des musulmans. Ici, on vous présente, on dit les Yazidis. Ils ont pris les Yazidis et leurs filles. Ce sont des musulmans. Les Kurdes sont des musulmans. Donc, tout le monde est victime de ces gens-là. C'est une idéologie particulière. On peut, comme le font les takfiri, c'est-à-dire de faire des croyants, d'en faire des infidèles. Je ne sais pas comment dire le terme, c'est takfiri. Hein, infidèle, blasphémeur, ou je ne sais pas comment. Hein, et donc on justifie leur mort. Et à travers cette idéologie wahhabiste. Donc ils tuent les musulmans comme ils tueraient les autres. Moi j'ai fait des études sur ce qu'ils faisaient en Algérie dans le temps, les groupes extrémistes de ce genre. C'est des drogués qui peuvent tuer de sang-froid, qui n'ont aucune... rien ne peut les arrêter. Moi, j'ai eu la chance de passer plusieurs ramadans avec des musulmans. Punaise, quelle belle opportunité de partage, de faire la fête ensemble, de manger le iftar, etc. Donc ça, c'est peut-être un petit pas du côté français de confession musulmane, et dire, allez, on invite les potes à manger le soir de ramadan. On les fait partager ces aspects positifs. On leur explique. Mais expliquer, ça ne suffit pas, c'est d'y aller. Parce que le plus sécuritaire, on va à 1000 à l'heure, moi, c'est des suggestions, un peu des suggestions. Après, si on découvre le côté humain des uns des autres, le Front National n'a rien à faire ici. Et je vous donne un petit exemple de Marseille. Voilà, vous connaissez Marseille mieux que moi. Donc, le Front National, il dort sur ses deux oreilles. Et j'ai eu l'opportunité de dépanner un petit vieux. Et le type des vieux Marseillais, avec l'accent bien calé, qui dormait avec un flingue sur l'oreiller, au cas où il y avait des Arabes qui venaient les manger. Et un jour, j'ai fait les courses parce qu'il était un peu pas tout frais. Et alors, il s'est ouvert à moi.
Ah, la chancellerie, maintenant que tu es un mec bien, je vais te dire un truc, le Sarah, il faut que je le tue. Et en bas de l'immeuble, il y a une boutique tenue par un vieux arabe sympathique comme tout. Et alors, j'ai dit, ah, et Mohamed aussi? Ah non, mais Mohamed, non, parce que quand même, voilà. Donc, à la base, ce qui donnait l'espoir, c'est que le type n'est pas foncièrement raciste. Il est foncièrement effrayé par l'inconnu. Il est effrayé par l'inconnu. Et alors, si on met un côté humain dans la chose, on passe de la peur au cœur. Et ça change tout. Mais ça, ce n'est pas un boulot d'ici 3 mois. C'est un boulot d'ici 10 ans. Il faut commencer déjà, quoi. Alors, c'est génial ce qu'ils ont fait quand tu montrais les magazines. C'est vrai, parce que je trouve qu'il y a quand même un effort, après Charlie, il y a un petit effort après le 11 septembre, de publier des informations, des choses claires, d'illustrer les choses. Et voilà. Un petit effort, ça va. La moitié des gens, ils ne vont pas les lire, hein, mais bon, c'est un petit effort de rapprochement. Mais parce que l'exemple est mieux que l'écriture. Hein, c'est peut-être mon côté feignant. Je répondrai brièvement, parce que je sais qu'il y a d'autres questions. Question pertinente. La France a parmi les meilleurs islamologues. On les voit presque jamais à la télévision. On ne les invite pas. Comme ça, ce sont des gens qui pourraient fournir des explications, etc. L'autre, il faut arrêter ce discours qu'il faut qu'ils soient intégrés. Des gens qui sont nés ici, qui ont été élevés ici. Et je pose la question, que veut dire être intégré? Est-ce que être intégré veut dire abandonner ses valeurs religieuses, son background, son background ethnique, etc., etc. Être assimilé. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, nous sommes, enfin, je ne suis pas français, mais il faut être considéré comme un citoyen. Un citoyen qui commet des actes, c'est comme vous avez dit, il faut encourager les musulmans à sortir, etc. Mais c'est pourquoi que les musulmans doivent se sentir responsables de ce qui s'est passé? Des criminels ont commis un acte, pourquoi qu'on demande aux musulmans de sortir? Il faut demander aux Français de sortir. C'est aux Français de sortir, qu'ils soient un mélange de musulmans, de juifs, de bouddhistes, de tout ce que vous avez, qui sortent contre la barbarie. Mais pourquoi que les musulmans doivent aller sortir? Aujourd'hui, je crois, un de mes étudiants m'a dit, oui, l'imam de la mosquée de Paris a appelé les musulmans. Tout le monde sort. Mais bien sûr, on a montré l'église avec les cloches, etc., pour les morts. Mais il y a eu des musulmans qui sont morts, il y a eu des juifs qui sont morts. Donc, il faut considérer le citoyen pour ce qu'il est, un citoyen français. Sa culture, son bagage culturel n'a aucune incidence sur ça. On devrait pas. Qu'il fasse le ramadan, qu'il fasse pas le ramadan, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, qu'il aille manger du halal à je ne sais pas, au zoo, etc. It's irrelevant. Merci à tous les deux, on va prendre une autre question. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, depuis 1917, le Moyen-Orient, c'est une partie de risque, le jeu en fait de stratégie. C'est qu'il y a donc un problème de vision avec les sunnites, les chiites, mais aussi, par exemple, les Américains, les Russes, les Européens et bien d'autres pays s'affrontent pour vendre des armes, mais aussi pour prendre et acquérir de l'énergie. Donc, ce que je ne comprends pas vraiment, c'est au niveau de la France, c'est pourquoi aux informations, on ne fait pas des résumés comme vous l'avez fait. Pourquoi on n'explique pas qu'on revient dans le passé et qu'on comprenne tout ce problème et la création du terrorisme pour permettre vraiment de ne plus faire ces amalgames et de voir ces différences entre les terroristes sont des musulmans ou pas. Vous avez déjà très bien répondu, mais moi j'aimerais vraiment savoir pourquoi les informations et les actualités, on accentue sur ces points sur la peur. Merci. Alors, j'ai une réponse rapide, mais je ne sais pas si je vais vous tuer avec cette réponse. Regardez Arte. Je comprends qu'on s'endort parfois, qu'il parle doucement, mais vraiment, on est bombardé par vraiment des médias à droite à gauche, la qualité parfois c'est répugnant, mais vraiment en France, moi j'ai appris la langue française avec la télévision, donc j'ai craché pas trop en soupe. C'est vrai qu'il y a des reportages et des informations de qualité, mais c'est difficile de faire le tri.
Alors là, je les prends personnellement, cher ami, et un boulot que nous devons faire, c'est une responsabilité, c'est vous trier. Regardez chaque semaine, à droite à gauche, aujourd'hui, vous savez mieux que moi que l'apparition d'être devant la télé, voilà. Et gardez un œil, est-ce que se propose, et pour vous dire, ça, je considère que c'est top, et ça, je considère que c'est horrible. Et vraiment, les médias, ça peut être une excellente manière de comprendre les choses, et je trouve que les médias français sont parmi les meilleurs. Hein. Et c'est pas parce que je suis en France pour ne pas me faire lâcher, parce que je vous invite à regarder les médias espagnols et vous revenez en France en courant, hein, à pied. Bon, rapidement pour le 1917, pourquoi on a parlé de 1917, 1916 réellement, c'est la déclaration Balfour qui a proposé un État pour les Juifs. Hein. Donc c'était une promesse qu'on avait faite. Et il y avait un mouvement, vous savez, Théodore Herzl, qui cherchait un endroit où les Juifs pourraient créer un homeland, hein, un foyer. C'était un foyer, le mot foyer. Et donc, finalement, c'était la Palestine, et c'est un Britannique, les Britanniques, après les accords Sykes-Picot, qui ont promis et qui ont donné une terre, et on a enlevé un peuple de sa terre pour le donner à un autre. Voilà, on a fait un peu comme on a fait aux États-Unis, on a enlevé les Indiens, c'est les mauvais, les cowboys c'est les meilleurs, c'est les bons, et on a le problème qu'on a depuis cette époque-là. Moi je vous dis franchement... Bon, je n'en disconviens pas, j'ai 30 secondes pour expliquer à peu près, mais on a, vous pouvez, si vous souhaitez dire qu'il n'y a pas eu ces événements, si vous voulez nier qu'il y a eu la déclaration Balfour et les accords Sykes-Picot, ben, c'est votre droit, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ah, c'est pas vrai. Moi, je vous réfère même aux théories révisionnistes des auteurs israéliens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des auteurs israéliens qui vont vous faire un très bon historique de ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans la controverse à ce sujet. J'ai juste mentionné au jeune homme, il peut aller voir la déclaration Balfour et autres. En ce qui concerne le jeune homme, si je me rappelle bien, il avait posé la question sur les médias. Les médias, je suis désolé, je ne suis pas persuadé que les médias fournissent une explication et peut-être que lui, en tant que journaliste, il a travaillé dans le journalisme ou autre, où ils sont pressés par le temps, on vous donne pas le temps de faire, ou bien le sensationnel, etc. On n'est pas intéressé par connaître vraiment le fond des choses. Il n'y a pas le fond des choses. Et parfois, je suis un petit peu surpris quand il y a des moments, on invite des analystes, etc. Ce n'est pas à la bonne heure, où il n'y a pas, les gens ne regardent pas suffisamment. Ou bien à la radio, moi c'est à 6 heures du matin, ce matin, ils avaient interviewé quelqu'un qui était de Suisse, qui spécialise dans le terrorisme, qui avait fait une analyse assez intéressante. Donc, mais ça ne rapporte pas de parler de... C'est pour ça que je dis, dans une classe, dans une école, c'est là où on apprend, où on critique. Moi, la demoiselle ou la dame qui vient de me contredire, ben bravo. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que ce que j'ai dit est simpliste. Ça vous encourage à aller, ça encourage ceux qui n'ont pas de background sur ce sujet d'aller faire de la recherche et décider d'eux-mêmes où est la vérité. C'est tout. Ça m'a intéressé la question du simplisme. Un petit exemple, anecdote, qui donne de l'espoir et qui montre effectivement que la chose est plus compliquée qu'il faut. J'ai la chance de participer à certaines commissions et des accords d'Oslo. Je n'ai pas participé, j'ai préparé le café, hein. Donc c'est pas trop. Il n'y en avait qu'une cafetière. Donc quand les trios de négociateurs, les trois équipes, on faisait la pause, il fallait venir à la cafetière, mais il fallait se débrouiller parce que, en fait, attention, hein, il n'y a qu'une cafetière. Il y avait les Israéliens, les Palestiniens et les Syriens. Et un truc qui m'avait paru extraordinaire à l'époque, c'était que les Syriens, ils allaient tout seuls. Ils prenaient le café et ils partaient. Et du coup, les Palestiniens et les Juifs allaient ensemble.
prendre un café. Pourquoi? Parce que, et en fait, et ça casse la question de la simplicité, les juifs qui étaient sélectionnés, qui étaient triés pour ces négociations, étaient des juifs qui avaient toujours vécu en Israël, depuis des générations. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des immigrés suite à la Shoah. Et ça m'avait frappé parce qu'ils allaient ensemble, les Palestiniens et les Juifs, et ils se mettaient à discuter. Ah, tu te rappelles tel village, ma mère habitait là.